Bonjour, merci de nous avoir rejoints sur ce webinaire proposé par Rose Up Association. Donc, je vais faire un bref rappel pour celles qui ne connaîtraient pas encore notre association. Donc, nous sommes là pour informer, accompagner et défendre le droit des malades de cancer, quel que soit le cancer. C'est important de le préciser. Donc, nous informons via Rose Magazine, que vous connaissez certainement, mais aussi via notre site internet rose-up.fr que nous mettons à jour plus régulièrement que le magazine qui paraît que 2 fois par an. Nous accompagnons aussi via nos maisons roses. Donc, on a dû réorganiser l'accueil en raison du contexte actuel. C'est pour ça que nous mettons en place énormément d'ateliers en ligne pour vous accompagner. Et évidemment, nous défendons vos droits puisque nous sommes habilités à le faire en tant qu'association de patients. Donc, je me présente peut-être. Je suis Émilie Groyer, je suis journaliste scientifique. Aujourd'hui, le thème du webinaire, c'est cancer et Covid. C'est un webinaire que nous avions déjà fait pendant le premier confinement et il nous a paru important de le refaire vu qu'il y a une deuxième vague, que nous devons affronter une deuxième vague. Donc, j'anime ce webinaire avec le professeur Sagatchian. Je vous laisse vous présenter du coup, professeur. Oui, bonjour Émilie. Mahasti Sagatchian, moi je suis oncologue médicale. Je ne m'occupe que de femmes qui ont des cancers du sein. Bien sûr, je pourrais répondre aussi à vos questions sur les autres types de cancers. Je travaille actuellement essentiellement à l'hôpital américain de Paris où je m'occupe de l'unité d'oncocénologie et je suis toujours et depuis 18 ans à l'Institut Gustave Roussy qui est à Villejuif. Voilà, ravie de vous rejoindre aujourd'hui. Merci. Alors, je vais rappeler que vous pouvez poser vos questions en direct en cliquant sur le petit onglet Q et R. On a aussi reçu des questions par mail au préalable. Et pour celles qui nous suivent en direct sur Facebook, je vais essayer de jongler entre les deux plateformes, mais ce n'est pas évident. Donc, excusez-moi par avance si je n'arrive pas à répondre à toutes, enfin, transmettre en tout cas toutes vos questions au professeur Sagatchian. Surtout quand, Émilie, on Oui, fait comme l'autre fois, s'il y a des questions importantes je vous les après transmets. l'émission, tu me les transmets. Ouais, ouais, ouais. On essaiera de répondre à chacune d'entre vous Mm. pour pas que, voilà, pour pas vous laisser tomber. Donc, peut-être pour introduire le sujet, voilà, c'est la deuxième vague. On a appris quand même des choses de la première vague. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire de la vulnérabilité des malades de cancer face au Covid? Alors, oui, Émilie, vous avez bien raison. Cette deuxième vague est pour moi et pour nous, oncologues, et pour nos patients, bien différente de la première, même si il faut admettre qu'en termes d'intensité, de gravité de ce qui va venir dans les semaines qui viennent, il faut bien se rendre compte que malheureusement, cette deuxième vague est tout aussi dangereuse, tout aussi menaçante, mais pour la population en général. Mais la différence, et je trouve qu'elle est fondamentale, c'est qu'on y est préparé, c'est qu'aujourd'hui, on a énormément de données, de connaissances sur la gestion de cette maladie, en particulier en oncologie. Et du coup, nous, pour nos patients atteints de cancer et dans nos structures, quelles qu'elles soient, on n'a pas du tout la même approche que la première fois. Si vous voulez, la première fois, on a vraiment pris l'option du zéro risque et il y avait eu vraiment des consignes très strictes de Mhm. déprogrammation, annulation des rendez-vous, passage au maximum en téléconsultation. On a vraiment connu une période de, je dirais, 3 mois de pause sans Mhm. diagnostic, sans traitement, avec vraiment très peu de contact avec nos patients. On se rend compte aujourd'hui, et c'est clair et net, sur la base des données de la première vague, sur la base des données tant nationales, dans des gros centres, dans des petites structures, à l'international, qu'on n'a pas besoin d'avoir des mesures aussi strictes, que nos patients atteints de cancer ne sont pas tous égaux face à ce coronavirus, Mhm. et qu'il y a effectivement des patients à risque, de même qu'on en trouve dans la population générale. Il y a des sous-groupes de patients atteints de certains cancers dans certaines situations qui sont particulièrement à risque, mais c'est vraiment une minorité de patients. Et pour la majorité des patients, les patients atteints de cancer, même si le cancer est métastatique, même s'il est actuellement actifs sous traitement, ces patients ne sont pas particulièrement plus vulnérables à l'infection et aux complications de l'infection. Et donc ça, c'est une excellente nouvelle parce que
la première vague, elle a beaucoup retardé, Ouais. c'est indéniable, hein, elle a fait perdre des chances, je pense, à beaucoup de patientes. On n'avait pas le choix parce qu'on ne savait pas comment il fallait faire et on a fait au mieux. Mais cette fois-ci, il faut qu'on évite cela. Et la consigne, elle est tout à fait claire pour Mhm. nous professionnels que aujourd'hui, un patient atteint de cancer, et dans la mesure du possible, doit être pris en charge exactement comme s'il n'y avait pas d'épidémie Covid, Mhm. avec les mêmes délais, les mêmes indications de traitement, etc. Et ça, c'est très important que les patientes le sachent. On ne fait pas ça de façon improvisée et Aléatoire. sans base scientifique, hein. Mhm. Et ce n'est pas juste pour maintenir notre activité, c'est vraiment, vraiment qu'on ne fait pas courir de risques aux patients et on ferait prendre plus de risques et faire perdre des chances Mhm. si on ne traitait pas les patients de façon optimale dans ce contexte. Donc, c'est très, très important à souligner. Il faut se dire finalement que dans cette deuxième vague de Covid et avec le Covid, les patients atteints de cancer doivent être traités comme quand on a une épidémie de grippe. Oui. Quand il y a une épidémie de grippe, on ne change rien. Il y a malheureusement beaucoup de morts de la grippe, Mhm. mais ça n'impacte pas nos patients et notre prise en charge en cancérologie. Voilà. D'accord. Donc, en résumé, il ne faut pas que les femmes aient peur d'aller à l'hôpital, de se faire dépister si elles ont le moindre doute. Ça, on n'appuiera jamais suffisamment assez, mais faites-vous dépister. Donc, les recommandations officielles sont claires. C'est pas de déprogrammation en oncologie, pas de report Voilà. comme ça a pu être le cas pendant la première vague. Je peux vous dire avec certitude que nous, bon, évidemment, on n'est pas là pour faire prendre des risques à nos patients, que ce ne sont pas simplement des consignes qui viendraient d'en haut et le ministère de la Santé qui nous dirait, voilà, il faut absolument maintenir votre activité, Mhm. etc. Non, vraiment, il y a des études scientifiques qui nous montrent qu'on n'a aucune raison de décaler les traitements, de ne pas faire les dépistages, de ne pas faire les mammos, de ne pas faire les examens de surveillance, aucune raison de diminuer les chimiothérapies. Il faut bien sûr adhérer au principe du confinement, des gestes barrières, Bien sûr, etc., on y reviendra, je à pense. faire venir des patients pour rien et autant que possible, voilà, confiner les patients. Mais tout ça étant respecté, tout le reste doit vraiment fonctionner comme avant parce que sinon, c'est de la perte de chance. Donc, il faut bien que les patientes qui… Non, moi, je le vois aujourd'hui, c'est Mhm. plutôt les patients qui annulent les rendez-vous ou qui déprogramment leur Mhm. chirurgie. Vraiment, notre rôle est de les rassurer, de leur éviter de faire ça parce ils prennent des risques en fait plutôt en ne se faisant pas traiter et pas suivre. Oui, ça, pour le coup, ça c'est démontré de plus en plus. Il y a encore une étude qui est parue cette semaine dans le British Medical Journal qui montre bien que les reports de traitement ont un impact sévère sur la mortalité. Donc, d'ailleurs, c'est un article qu'on va publier là, incessamment Oui, sous peu, que vous pourrez consulter sur notre site. bien sûr. Alors, maintenant qu'on a fait cette introduction, je pense on va aller directement aux questions parce qu'il y a beaucoup de participantes et je pense qu'il y aura aussi beaucoup de questions. Alors, je vais commencer par la question de Marie-Vonne, justement concernant les gestes barrières et Mmh. les précautions à prendre. Donc, elle a un cancer métastatique du poumon. Elle est très inquiète du virus. Elle se demande comment se protéger en plus du masque et des gestes barrières et quelles seraient les conséquences d'une infection. Voilà. Alors, justement, Marie-Vonne, elle illustre bien la situation des vrais patients vulnérables Mhm. et à risque de cette infection et de complications de ces infections. Aujourd'hui, on sait que les patients les plus vulnérables, les plus fragiles par rapport au Covid sont les patients atteints de cancer métastatique, Mhm. en particulier de cancer métastatique et qui sont fatigués, ont eu beaucoup de traitements, qui ont perdu du poids, qui sont donc de base, au départ, fragiles, avec Mhm. ce qu'on appelle une altération de l'état général. Ceux-là sont évidemment des patients à risque. Ces patients-là ont des défenses immunitaires diminuées et sont beaucoup plus sensibles aux infections et aux surinfections en général. En particulier, les patients qui ont des métastases au poumon, que ça soit d'un cancer primitif du poumon ou Mhm. d'un autre cancer. Et c'est assez logique. Quand on a des métastases au poumon, alors ça dépend.
avoir une seule métastase de petite taille dans le poumon, vos poumons fonctionnent très bien. Par contre, avoir le poumon envahi de métastases ou avoir ce qu'on appelle une lymphangite carcinomateuse, bah, évidemment, vos poumons vont moins bien se défendre face à ce virus qui est essentiellement un virus respiratoire. Donc, elle est effectivement pour moi une de ces rares patientes à risque. Elle doit bien sûr se protéger comme tout le monde, masque, gestes barrières. Je voudrais juste rappeler que les gants n'ont aucun intérêt chez la population générale, même nous médecins en consultation. Le gant, c'est pire parce que le gant, vous ne pouvez pas le laver. Le gant, vous ne pouvez pas mettre du gel hydroalcoolique dessus. Donc le gant, vous touchez quelque chose, vous touchez quelqu'un, il y a du virus dessus. Ce gant, il va juste servir à mieux transporter le virus. Et les mains sans gants, c'est beaucoup mieux parce que les mains sans gants, ça se lave, ça, on peut mettre du gel 3 fois, 10 fois par jour. Donc voilà, c'est pour ça que vous nous voyez, nous, dans les services, c'est pas parce qu'on manque de gants, c'est parce qu'on sait que c'est dangereux. Les gants, c'est uniquement utile dans des services de réanimation ou de soins intensifs, quand les professionnels de santé doivent manipuler un patient, le bouger, le laver, là, ils mettent des gants pour faire leurs gestes, pour pas transporter, pour ne pas s'auto-infecter, et puis ils jettent ces gants. Mais autrement, s'il vous plaît, pas de gants. Donc, les masques, oui. Pareil, les surblouses, honnêtement, aucun intérêt. D'abord, la transmission ne se fait pas via les vêtements, etc. La transmission, elle est très, très aérienne. Donc, quand on parle, quand on crache, quand on chante, voilà, surtout dans un espace fermé. Et donc, masque et distance sociale. Et je trouve qu'il y a une mesure qu'on ne rappelle pas assez souvent, c'est l'aération. C'est ce que j'allais dire. Oui, Ça a été parce que, rappelé encore par une notre fois, ministre aussi. voilà, ce truc aéroporté, quoi, qui fait que c'est dans l'air, en gros, comme dans l'émission. Et plus l'espace est confiné, évidemment, c'est logique, plus il y a de concentration de virus. Donc, aérez autant que vous pouvez, sans attraper froid, mais aérez régulièrement vos pièces. Quand vous sortez, justement, moi, je dis beaucoup aux patientes, plutôt que prendre des transports en commun, justement, pour aller travailler ou aller chez le médecin, marcher, marcher le plus possible. En plus, c'est très bon pour la santé et puis vous êtes à l'air libre. Et puis, et dernière chose extrêmement, donc ça, c'est le masque, l'aération, la distanciation sociale. Respectons le confinement. Moi, je vois encore beaucoup trop de gens qui font des dîners en famille, qui font des dîners en petit comité entre copains. Voilà, donc ça, on oublie. Et puis, enfin, dernière chose extrêmement importante et qu'on oublie, vaccination. Alors, pas contre le Covid, on ne l'a pas On n'en a pas encore, les encore. essais sont en cours, mais vaccination contre la grippe, vaccination pour les patients les plus à risque contre le pneumocoque. Ça va être le cas de Marie-Vonne. Quand on a un cancer du poumon métastatique, on est plus sensible, plus vulnérable à la pneumonie. La pneumonie, c'est une infection pulmonaire bactérienne, une bactérie qui s'appelle le pneumocoque, qui peut être extrêmement dangereuse, vraiment qui peut tuer des patients. Et vaccination contre la grippe, on est aussi, il ne faut pas l'oublier, en pleine épidémie de grippe. Et alors, on préconise ces vaccinations, pas du tout parce qu'elles vont protéger contre le coronavirus. Il n'y a pas de protection croisée. En tout cas, on n'a pas pour l'instant d'éléments pour dire ça. Mais par contre, ça évite que vous attrapiez la grippe qui va vous affaiblir, vous rendre vulnérable. Et si là-dessus, vous attrapez le coronavirus, là, vous êtes vraiment en danger. Ou même chose pour le pneumocoque. Donc, ça évite d'attraper ces infections qui vont vous rendre vulnérable et qui vont vous mettre à risque et qui en elles-mêmes, d'ailleurs, sont porteuses d'un risque de décès. Donc, Marie-Vonne, direct, là, elle va chez son médecin traitant. Elle va en pharmacie pour le vaccin de la grippe. Nous, on fait des ordonnances pour nos patients qui sont à risque. On note patients à risque pour que le vaccin leur soit délivré plus facilement en pharmacie. Et voilà, elle se fait tout de suite vacciner. Pour pneumocoque, c'est en deux étapes si on n'a jamais été vacciné. C'est une première fois et puis 2 mois après, un rappel. Et c'est valable 5 ans. Pour la grippe, le vaccin, vous savez, comme le virus mute, c'est tous les ans. Voilà. Ok, bon, très bien. Alors, on a Estelle qui, elle, a une question concernant la radiothérapie. Radiothérapie finie début juillet. J'ai l'impression d'avoir du mal à respirer, manque de souffle. Suis-je plus à risque? Il semblerait que les poumons puissent être fragilisés par la radiothérapie. Elle ne Alors, précise pas de quel cancer, où est localisé son cancer, par contre.
Donc, la radiothérapie, il faut bien savoir que, effectivement, la radiothérapie, on essaye quand même d'irradier toujours l'organe, où il y a la tumeur, ou bien, par exemple, pour un sein, le sein où il y a eu de la tumeur et puis la tumeur a été enlevée et on irradie le reste du sein. Et bien sûr, quand on irradie, un organe ou Ouais, quand c'est quand on a cancer du sein, pardon, c'était excuse-moi. ça? Elle vient de préciser, oui. De préciser. Quand on a une cible qui est en tout cas au niveau du thorax, au niveau dans la région des poumons, il y a Mhm. un peu de rayons qui arrivent jusqu'aux poumons. C'est tout à fait vrai et on le voit d'ailleurs et les patientes, beaucoup de patientes connaissent ça. Si elles font des scanners après, on voit des petites traces, des petites traînées blanches sur le poumon qui sont la cicatrice de ce poumon qui a un petit peu brûlé à cause de la radiothérapie. Mais il faut savoir qu'on ne fait jamais des radiothérapies, même dans un cancer du poumon, des radiothérapies qui vont irradier une zone importante de poumon, Mhm. parce qu'évidemment, si on irradiait tout le poumon ou des zones importantes du poumon, ça serait extrêmement toxique et les personnes ne pourraient, les poumons ne seraient plus fonctionnels, ils seraient plus capables de faire de nous aider à respirer. Donc, ce qui est irradié souvent, quand on a une irradiation, que ça soit d'un cancer du poumon ou d'un autre organe comme le cancer du sein, typiquement, c'est vraiment une très petite zone qui est, alors même si sur le scanner on voit des traces, c'est pas toute cette petite zone n'est pas abîmée et Mhm. cette zone elle continue à fonctionner et on fonctionne très très bien même avec un seul poumon, même avec la moitié d'un poumon. On sait qu'il y a des patients chez qui on enlève un poumon et demi et ces patients ils continuent à très bien respirer. Le corps est vraiment extraordinaire. Alors je pense que du coup l'essoufflement de cette patiente, honnêtement, elle ne c'est impossible que ça soit lié aux conséquences de sa Mhm. radiothérapie. Ça peut être plein de choses, ça peut être de l'anémie, ça peut être son cœur qui a été fragilisé par les Mhm. traitements, ça peut être de la fatigue, ça peut être aussi un déconditionnement de son corps. Vous voyez, pendant les traitements, on arrête de faire du sport, on est beaucoup Ouais. moins actif, Mhm. on perd vraiment en capacité Mhm. respiratoire, mais voilà. Et donc, elle n'est certainement pas à risque d'infection Covid ou d'infection grave, parce que c'est pas cette petite zone-là qui la met en D'accord. danger. Et c'est pour ça qu'on sait aujourd'hui que, alors ça, les données sont hyper claires, hein, chez les patientes atteintes de cancer du sein, il y a vraiment 99% des patientes ne sont pas à risque Mhm. d'infection grave au coronavirus, hein. D'accord. Alors, dans la foulée, il y a Aurélie qui nous demande si elle est considérée comme personne à risque maintenant qu'elle a fini ses traitements. Elle a eu de la chimio et de la chirurgie et de la radiothérapie. Là aussi, je pense que la Pour réponse, elle un est cancer du assez sein? claire. Ouais, C'est pas précisé, sans doute. Bon. probablement. Si ça Alors, peut nous préciser. euh, donc, normalement, si elle a terminé ses traitements, même si elle doit être extrêmement fatiguée, et Fatiguée. ça c'est habituel, mais sur le plan immunitaire, on le sait, hein, et on le sait ça de nos patients avant cette épidémie Covid, les patients n'ont pas d'immunodépression euh, comme séquelles d'immunodépression qui durait ou qui durait longtemps et même pas dans l'immédiat après la fin des traitements. Et il n'y a absolument aucune surinfection en post-traitement depuis 30 ans qu'on connaît les cancers et qu'on suit Mhm. les données. Il n'y a absolument pas de vulnérabilité particulière, que ce soit aux infections bactériennes ou virales. Donc, il n'y en a pas plus au coronavirus. Pendant les traitements, souvent, en cours de chimiothérapie, on parle aux patients de surinfection, de Mhm. risque d'infection. On leur donne ce qu'on appelle des facteurs de Ouais. croissance, ces fameuses piqûres qu'on fait en sous-cutané pendant quelques jours ou parfois un jour après la chimio pour doper les globules blancs. Ça, il faut bien préciser que ça, quand on a les globules blancs qui baissent dans le sang après une chimiothérapie, on est beaucoup plus vulnérable aux infections bactériennes, pas aux D'accord. infections virales. D'accord. C'est pas du tout le même type d'immunité. Et Mhm. quand on vous donne les piqûres de facteurs de croissance, de GCSF, c'est pour éviter les infections bactériennes, pour faire remonter vos globules blancs contre les infections bactériennes. Mais la baisse des globules blancs n'a pas d'impact sur les infections virales et on n'est pas à risque d'infection virale, même pendant la chimio. D'accord. Mm. Alors, il y a Céline, par contre, qui a eu une greffe de moelle osseuse avec immunodépression. Donc là, on est dans un autre cas, là. Alors oui, là c'est vrai que le contexte des maladies
hématologique, donc Mm. de tout ce qui est maladie des cellules du sang, que ce soit les lymphomes ou les leucémies, c'est très différent parce que les cellules du sang, les cellules de la moelle osseuse, et donc ou des ganglions qui donnent ces fameux lymphomes ou les leucémies, là, la moelle osseuse comme les ganglions, c'est le cœur de notre système immunitaire. C'est le cœur de notre défense immunitaire contre tout, contre les bactéries, contre les virus et aussi même contre les cancers. Et donc, quand on a une greffe de moelle, ce qu'on fait, c'est que d'abord, on enlève on détruit tout le système immunitaire du patient pour qu'il puisse accepter le corps puisse accepter cette greffe de moelle qui est la moelle qu'on lui apporte, c'est Ouais. un corps étranger. Bon, Mhm. là, il y a des immunodépressions extrêmement sévères Mhm. qui exposent les patients à toutes sortes d'infections, virales, bactériennes, champignons, tout. Mhm. Ces patients, en général, sont en chambre d'isolement Isolé. avec flux d'air laminé, Mhm. dans des conditions de protection très strictes, et avec beaucoup d'antibiotiques, d'antiviraux. Enfin voilà, là, c'est un contexte très particulier. Mhm. Quand ces patients sortent Ouais. d'hospitalisation, ils restent quand même un peu fragiles sur le plan de leur défense immunitaire. Très souvent, on continue la protection antibiotique de fond. Très souvent, on les reteste pour les différents virus. Mhm. On les vaccine contre tout ce qui est possible. Et donc, oui, voilà, on est dans le cadre des maladies hématologiques, des Oui. maladies du sang. euh, qui, elle, est une patiente fragile et sensible à toutes les infections possibles, incluant le Covid. Donc, précaution maximale, sachant que ces médecins ont dû déjà lui prescrire tout ce qu'il fallait en termes de vaccination, en termes d'antibiothérapie, et voilà. D'accord. Donc, parce qu'on a beaucoup de questions forcément sur les facteurs de risque. Donc, si on résume, donc, cancer du poumon, si vous êtes en immunodépression, il y a Martine qui nous dit qu'elle a fait un infarctus du myocarde et qu'elle est en obésité. Là aussi, c'est des comorbidités qui peuvent augmenter les risques Bien avec le sûr, Covid. Martine, oui, Martine doit être très, très, très prudente. On sait que les facteurs de risque principaux sont l'âge, Mhm. le fait d'être un homme, l'obésité, enfin le surpoids, Mhm. les problèmes cardiovasculaires, le diabète. Les diabétiques sont immunodéprimés, et puis bien sûr les traitements immunosuppresseurs, mais ça en cancérologie c'est extrêmement rare qu'on ait des traitements Mhm. immunosuppresseurs, et les cancers métastatiques évolués, avec atteinte pulmonaire chez des patients très 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 fatigués. D'accord. Voilà, c'est essentiellement ça. Donc Ok. oui, Martine, elle doit être très très prudente. Voilà, elle se protège. On a encore des questions sur les gestes barrières. Il y a Estelle qui nous demande si il vaut mieux porter, quand on est personne à risque, est-ce qu'il vaut mieux porter les masques dits chirurgicaux ou les masques en tissu ou d'autres masques FFP2 ou autres. Alors, moi, je pense que sincèrement, le mieux, c'est les masques chirurgicaux. Mhm. Les masques en tissu, vous savez, on ne les change pas, ils se mouillent plus facilement quand vous parlez, surtout là, il fait froid, donc on fait La condensation. de la condensation, Mhm. donc ça dépose des virus, et dans l'autre sens aussi. Donc, bon, moi, bon, il faut vraiment, si on porte des masques en tissu, très régulièrement, les nettoyer, en changer, Mhm. etc. Et c'est sûr que bon, si on nettoie très régulièrement avec de l'eau savonneuse et qu'on les change, ça va. Le masque chirurgical, c'est quand même très, très, très pratique. C'est fait pour ça. Il faut les jeter tout. Bon, alors on dit toutes les 4 heures. Toutes les 4 heures, c'est quand il y a une utilisation intensive. Mhm. Mhm. Moi, en consultation, je porte mon masque du matin au soir, je passe mon temps à parler et à respirer dedans. Et j'ai des patients en face aussi qui parlent et qui respirent, ils s'humidifient. Si vous mettez un masque pour aller faire des courses pendant 15 minutes, vous rentrez chez vous, bah, vous pouvez réutiliser ce masque Mhm. 4 heures après. Donc, je trouve que c'est vraiment pas mal. Les FFP2, c'est un niveau de protection maximum qui, dans des situations d'exposition au quotidien, honnêtement, n'est pas nécessaire. Mhm. Les FFP2
Nous, à l'hôpital, on ne les utilise pas en consultation ou même dans les services de médecine standard. Ils sont réservés à la réanimation, aux services de soins intensifs ou à la chirurgie, parce que là, il y a une intensité, enfin, il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de patients potentiellement atteints de Covid, il y a voilà, beaucoup de circulation de virus. Et donc, le FFP2, il protège dans les deux sens, plus que le chirurgical, mais sincèrement, en conditions de vie normales, si on ne fréquente Ouais, c'est pas pas, si la nécessaire. pièce n'est pas pleine, ce n'est pas nécessaire. D'accord. Mm. Alors, on a Afsa qui est assez inquiète parce qu'elle est infirmière aux urgences et en réa. Et elle vient de finir ses traitements pour un carcinome infiltrant du sein avec métastase osseuse. Non, alors, elle est finalement plus à risque par son métier, Oui, évidemment, et mais pas pas par ses par sa antécédents. maladie. Voilà. Donc, par rapport à sa maladie, elle est comme toutes les autres infirmières de son équipe. Enfin, elle n'est pas plus vulnérable ni moins. Il n'y a pas de contre-indication pour elle à travailler dans ce service d'urgence ou de réanimation. Elle ne devrait pas vraiment, vraiment pas s'inquiéter à cause des conséquences de son cancer qui la mettraient plus à risque, même si elle est sans doute sous traitement encore, avec un traitement hormonal, peut-être des inhibiteurs de cycline, mais tous ces traitements-là ne la mettent pas à risque d'infection plus grave. D'accord, donc elle peut se rassurer. Oui. Alors, on a encore des questions sur les masques. C'est vrai que quand on a eu un cancer, on nous recommande de maintenir une activité sportive pour éviter les récidives, etc. Et Marivonne nous dit, le masque est-il mauvais pour respirer? Quand je fais du sport, j'ai beaucoup de mal à respirer. Est-ce qu'il faut le retirer quand on fait du sport Alors, le masque, normalement, ne diminue pas l'apport d'oxygène. Ouais. L'oxygène passe très bien. Et ce qui est important quand on respire, c'est l'oxygène. Maintenant, le masque peut effectivement gêner pour respirer profondément, inspirer, expirer, comme on a besoin de le faire quand on fait du sport. Et donc, il peut y avoir un ressenti désagréable et réellement une difficulté à ventiler, vous voyez, parce que vous avez un obstacle devant la bouche. Évidemment, vous pouvez brasser moins d'air. L'oxygène passe, mais comme on a besoin de plus d'oxygène et de brasser plus d'air pour faire venir cet oxygène, le masque va être gênant. Donc moi, je pense que c'est pour ça qu'il ne faut pas qu'elle porte de masque quand elle fait du sport, qu'elle essaye de faire du sport soit seule chez elle, soit dehors, là où voilà, même s'il y a d'autres gens qui font du sport autour d'elle, on est au grand air et le virus voilà, se dilue, si vous voulez, dans cet espace. Donc, mais plutôt sans masque, sinon elle va pas avoir l'apport d'air et donc d'oxygène suffisant pour que ce sport lui serve à quelque chose, et elle va plutôt faire souffrir ses muscles et son cœur et ses poumons et son cerveau. Il y a Marie qui nous demande aussi, on ne l'a pas cité dans les facteurs de risque, est-ce que l'asthme est un facteur de risque? Oui, c'est vrai. Alors l'asthme est un facteur de risque de surinfection. Il est classiquement pas cité, c'est juste. On peut en fait élargir en disant que toutes les maladies pulmonaires sont des facteurs de risque. Les asthmatiques ont une immunité qui est légèrement plus faible. En fait, le problème de l'asthme, c'est une réaction immunitaire inappropriée. Et c'est une forme d'allergie, l'asthme. Et donc, ces patients-là sont effectivement, sur le plan immunitaire, un peu plus fragiles, ont un équilibre immunitaire, en particulier pulmonaire, un peu déficient, font plus d'infections pulmonaires. Un des traitements de l'asthme, ce sont les corticoïdes, la cortisone par voie inhalée. Or, la cortisone, elle est à la fois bénéfique dans certaines situations de Covid, mais c'est aussi un immunosuppresseur. La cortisone, ça diminue l'immunité, surtout pris de façon chronique. Donc, elle doit faire attention en tant qu'asthmatique, effectivement, à bien se protéger. D'accord. Et puis à se faire vacciner, encore une fois, grippe et pneumocoque. Oui. Ça aussi, c'est quelque chose qui est en général recommandé chez tous les asthmatiques. D'ailleurs, on a eu une question sur la vaccination. J'ai oublié le prénom de la participante. Valérie qui nous demandait, donc oui, vous venez d'y répondre, s'il fallait se faire vacciner pour le pneumocoque en plus de la grippe. Donc la réponse est oui. Et il y avait une question sur le timing, sur quand il fallait Oui. se faire vacciner.
Alors, en fait, pour le pneumocoque, ça peut se faire toute l'année. Il n'y a pas d'épidémie de pneumocoque, c'est une bactérie qui est présente toute l'année. Alors, c'est le pneumocoque, franchement, je pense que tout le monde ne devrait pas être vacciné contre le pneumocoque. C'est vraiment les patients les plus fragiles sur le plan pulmonaire qui doivent se faire vacciner contre le pneumocoque, qui est une bactérie qui donne uniquement des infections pulmonaires et uniquement quand on a et qui sont graves quand on a des poumons fragiles ou quand on est âgé, enfin quand on a les facteurs de risque Covid. Par contre, et donc ça, c'est toute l'année. Et donc, comme je vous le disais, c'est une première injection, un rappel 2 mois après, et ensuite, on est protégé pour 5 ans. Le vaccin contre la grippe, il faut se faire vacciner pendant l'épidémie de grippe saisonnière qui a commencé depuis le 13 octobre officiellement. D'accord. Le virus, le vaccin est L'arrivée arrivé. officielle. Voilà, la saison est ouverte de la chasse. Donc, le vaccin est dispo depuis le 13 octobre et l'épidémie, elle a effectivement commencé depuis le mois d'octobre. Ça ira jusqu'au mois de février. Moi, je pense qu'il faut le faire maintenant parce que ça vous protégera du coup pendant toute la période. Moi, je l'ai fait il y a une semaine. J'avais pas eu le temps de le faire avant et je sais que comme ça, je vais être à peu près tranquille, en tout cas contre la grippe pour les mois qui viennent. Alors, ça protège pas à 100%. Ça ne vous protège pas contre d'autres virus que le virus de la grippe lui-même. Donc, si vous attrapez, si demain vous êtes fait vacciner et que malgré tout vous avez un syndrome grippal, c'était un autre virus. Il y a plein d'autres virus comme le coronavirus, mais il y a vraiment plein d'autres virus respiratoires et saisonniers comme celui de la grippe. Mais au moins, vous éviterez la grippe qui est une saloperie. Alors, Martine nous dit que malheureusement, elle ne peut pas se faire vacciner parce qu'elle fait des bronchites à répétition. Alors, des réactions. Alors, ça me paraît un peu étonnant, c'est-à-dire que, bon, je ne connais pas en détail son histoire. Normalement, le vaccin de la grippe peut avoir comme effet secondaire que dans la semaine qui suit, vous faites une réaction qui ressemble à la grippe, mais en réalité, c'est parce que votre corps, en quelque sorte, et votre système immunitaire est en train de s'entraîner pour réagir à la grippe. Et donc, c'est tout l'intérêt du vaccin, c'est que le vaccin, c'est je fais semblant de m'inoculer le virus, et c'est pas du virus, et c'est vraiment une protéine inactivée qui n'a rien à voir avec le virus, mais à votre corps, vous donnez le signal qu'il a été infecté, et votre corps réagit avec des courbatures, de la fièvre et tout, mais ça, c'est la réaction immunitaire. Et en fait, c'est vraiment un entraînement de votre corps à réagir si demain il rencontrait le virus. Et donc, cette réaction, elle est normale, elle n'arrive pas chez tout le monde, mais ça peut arriver, mais ça ne correspond pas à une infection du tout. Et ensuite, normalement, il n'y a pas d'autre réaction et ça n'expose pas à une vulnérabilité par rapport à d'autres virus, d'autres bactéries. Elle nous dit les médecins. Oui, en fait, elle précise que c'est une réaction au vaccin. Oui, donc c'est pas grave. C'est sûrement pas agréable, mais au moins, vous voyez, c'est presque un signe positif. C'est le témoin que son corps réagit au vaccin et que du coup, si elle rencontrait le virus, son corps il le reconnaîtra tout de suite et les cellules immunitaires, le système immunitaire va tout de suite l'éliminer. D'accord. On nous pose des questions sur l'hormonothérapie. Je crois que là aussi, le fait d'être sous hormonothérapie n'est pas un facteur de risque aggravant. Alors, oui, l'hormonothérapie, elle a plein d'effets secondaires, malheureusement. Elle donne énormément de fatigue. Et cette fatigue, certaines patientes peuvent la confondre avec justement une fragilisation, une anaplasie, une baisse de l'immunité. Mais en réalité, cette fatigue, elle est vraiment liée aux effets anti-hormonaux. Mais heureusement, elle n'a aucun lien avec votre système immunitaire. Et c'est une fatigue qui n'est pas comme certaines fatigues où le système immunitaire est en baisse. Et donc, l'hormonothérapie n'augmente absolument pas le risque d'infection virale ou bactérienne.
même l'hormonothérapie associée à ces nouveaux médicaments, je l'évoquais tout à l'heure, les inhibiteurs de CDK. Il y en a 3, le Kisqali, l'Ibrance et le Verzenio. Donc, si certains d'entre vous prennent ces traitements avec de l'hormonothérapie, même ces traitements-là qui font baisser les globules blancs dans le sang, sur là, les 9 mois de recul qu'on a sur le coronavirus, aucun de ces patientes avec ces traitements n'ont été plus atteintes de virus ou atteintes de formes graves et mortelles. Donc, voilà, pas d'inquiétude à avoir si vous avez ces traitements-là. D'accord. Une inquiétude particulière. Alors, on avait reçu aussi par mail des questions. On avait une question de Marilène sur la chirurgie. Donc, elle a eu une tuméroectomie du sein droit en avril. Elle va subir une mastectomie du sein droit finalement et une préventive du sein gauche ce mois-ci. Donc, elle se demande si elle a des risques supplémentaires. Alors, quelles précautions puis-je prendre, sachant que je suis déjà en télétravail, confinée comme beaucoup. Cependant, ma fille est au collège, mes garçons travaillent et donc je suis en contact indirectement avec l'extérieur. Voilà. Et combien de temps avant de pouvoir sortir Alors, en période post-opératoire, on a une petite immunodépression qui est liée au stress de l'intervention, au stress physique de l'intervention, qui est de très courte durée et qui est surtout plus présente chez des patients qui ont des chirurgies qu'on appelle viscérales. Quand on vous ouvre le ventre, quand on vous ouvre le thorax, et donc on atteint les organes internes, on touche aux organes internes, ça pour le corps, c'est un stress énorme qui peut le fragiliser. Et on peut être effectivement dans les quelques semaines qui suivent ces grosses interventions plus à risque. Après une mastectomie prophylactique, même avec reconstruction, l'immunodépression est assez de courte durée, hein, elle est vraiment de quelques jours. D'ailleurs, c'est les quelques jours où on vous garde hospitalisé. Il y a un risque d'infection bactérienne au niveau des cicatrices et souvent les médecins, le chirurgien va vous sensibiliser à ça et vous dire, voilà, si ça devient rouge, douloureux, etc., revenez. Mais c'est une infection bactérienne. Encore une fois, ce n'est pas du tout la même immunité que les infections virales. Et donc, les patientes en post-opératoire de ces chirurgies du sein, reconstruction de sein, ne sont pas plus à risque de coronavirus. Et c'est pour ça qu'autant dans la première vague, on avait arrêté tout ce qui était chirurgie par préventive, prophylactique, on avait arrêté les reconstructions. Cette fois-ci, on ne les arrête pas parce qu'on s'est rendu compte que c'était inutile de passer à côté de ça et qu'on ne mettait pas les patientes à risque. Maintenant, alors, la question par rapport à ces enfants, ces je pense grands-enfants, que est c'est une très question intéressante. de... Oui. Parce que même si elles peuvent, elles, s'isoler, souvent, elles sont indirectement en contact avec l'extérieur via leurs proches. C'est vrai. Et donc, c'est vrai que on sait maintenant sur les enfants et sur le risque lié aux enfants, il y a quand même pas mal de données qui commencent à se clarifier. En ce moment, justement, on est en plein là-dedans. Est-ce qu'on ferme les collèges, les lycées, les là? En gros, ce qui commence vraiment à se dégager d'après plein d'études, c'est que autant les enfants en dessous de 12 ans, en dessous de 10-12 ans, les petits sont très peu, attrapent beaucoup moins le virus et sont en tout cas, même s'ils l'attrapent, asymptomatiques et surtout très peu contagieux. Enfin, l'hypothèse derrière ça, c'est pas complètement prouvé, c'est que ces petits de moins de 10-12 ans qui ont récemment été d'ailleurs vaccinés ou en contact avec plein de virus et vaccinés contre toutes les vaccinations infantiles, ils ont leur corps à la capacité, s'ils rencontrent le coronavirus, de l'éliminer très rapidement. Et donc, non seulement ils l'attrapent pas, ils n'ont pas de symptômes, mais en plus, ils ne le retransmettent pas, ils ne le recrachent pas, etc. Et donc, sur les prélèvements qui sont faits chez ces petits-là sont très peu contagieux. Par contre, un enfant passé 12 ans, c'est comme un adulte en termes de contagiosité, en termes de... alors, ils réagissent mieux, ils sont évidemment plus solides, etc. Ils font moins de formes graves, mais ils sont aussi contagieux qu'un adulte. Et donc, il faut vraiment leur apprendre les gestes barrières, le respect du masque, le lavage des mains dès qu'on rentre à la maison et dès qu'on... Voilà, souvent pour aller à l'école, ils prennent des transports en commun, etc. Donc, voilà, il faut... Moi, je pense que si on a un ado à la maison,
Quand il rentre, on l'envoie sous la douche. On fait attention à ce que soit il ait des masques jetables, soit que son masque tous les jours soit lavé et Mhm. changé. Et puis voilà, évidemment, la même chose pour les jeunes adultes. D'accord. Mm. On a une question de Martine. Premier cancer du sein en 2007, second au sein gauche en 2019. Actuellement en congé, elle doit reprendre le travail début décembre. Et donc, comme notre auditrice tout à l'heure, elle est en contact avec son mari, son fils, et donc elle se demande aussi quels sont ses risques si c'est une patiente plus à risque. Donc, je rappelle, dernier cancer du sein en 2019. Elle ne précise pas si elle est encore en traitement. Voilà, donc j'imagine que c'est les mêmes précautions que pour l'autre femme. C'est ça. Par rapport à son historique de cancer, elle n'est pas plus à risque de coronavirus. Mhm, Elle l'est comme tout le monde. Elle peut donc reprendre le travail, voilà, même en présentiel. Par contre, c'est vrai que dans les milieux professionnels, on voit malheureusement beaucoup de gens qui ne font pas attention, qui portent pas des masques, qui sont encore dans des grands espaces. Voilà. Donc, il faut voilà, qu'il y ait une éducation collective. Il faut bien aérer. Moi, je vois encore même dans les hôpitaux, hein, dans les restaurants du personnel qui sont toujours ouverts et qui fonctionnent, c'est un peu le délire. Les gens, voilà, profitent de ce moment pour faire tomber les masques, se mettre mhm, face à face. Et voilà, donc il faut là vraiment un peu de civisme et de vigilance collective, quoi. mhm. Donc, de ne pas hésiter à dire à son collègue, s'il te Bah plaît, mets oui, ton masque voilà, mets ton masque, à manger dans à son coin distance. tranquillement ou dans un endroit aéré. Mhm. Voilà, sortir faire un tour et manger un Oui, à sandwich. l'extérieur. Voilà. Il fait encore un peu beau, en Oui, tout cas en région parisienne en ouais. ce moment, profitons-en. Mm. Alors, on a Nadine, 58 ans. Donc, elle a une leucémie aiguë lymphoblastique diagnostiquée il y a 4 ans. Son cancer a rechuté il y a 10 mois. Elle est actuellement sous blinatumomab. Mhm. Ah, pour les mots compliqués. Elle dit qu'elle a aussi 3 adorables petits-enfants de 4 ans, 3 ans et demi et 15 mois. Euh, pour certains scolarisés, je ne peux m'empêcher de garder des liens avec eux. Je les accueille à la maison, je les embrasse, on se touche, tout cela sans masque. Je me culpabilise, mais c'est plus fort que moi. Je me lave très régulièrement les mains, j'aère mon habitation, j'évite les face-à-face trop proches, mais est-ce suffisant? Bah, moi, je trouve qu'elle est géniale parce que franchement, justement, avec malgré l'angoisse, la menace qu'elle peut ressentir, elle fait exactement ce qu'il faut et elle arrive à garder un lien social et familial qui est indispensable, Oui, qui est aussi une question de survie. oui. Le traitement qu'elle a, c'est un anticorps monoclonal. Mhm. Ces anticorps monoclonaux, il faut savoir qu'ils sont extrêmement bien tolérés, qu'ils sont très peu immunosuppresseurs et que donc normalement, si elle n'a plus que ce traitement-là, elle est a priori assez peu vulnérable à ce qui peut être surinfection et virus. Mais par ses antécédents de leucémie aiguë et des traitements lourds qu'elle a reçus, elle peut garder une baisse immunitaire, une fragilité immunitaire séquelaire. Donc, c'est vrai qu'elle est probablement plus fragile que n'importe qui. Euh, Par contre, donc, elle applique visiblement toutes les mesures qu'il faut Mhm. et qu'on a citées. À part le masque, elle a dit quand même qu'elle ne Pour les mettait pas de petits, masque. Oui, pour les petits. si j'ai bien compris. Oui, oui, Euh, ils ont tous moins de Ils sont 4 ans, tous hein. minuscules. Oui, oui. Et donc, je pense que vraiment, c'est ce que je venais de dire, Ils sont ces peu tout contagieux. petits, heureusement, sont très peu contagieux. Voilà. Et puis, de toute façon, on leur apprend en général à se laver les mains voilà. Et elle peut continuer à leur faire des bisous, des câlins, etc. Parce que franchement, je pense que la menace vient pas d'eux. Mhm. Voilà. Et Donc, il ne faut puis, pas qu'elle se s'il y a des... culpabilise. C'est aussi Non, important de maintenir les liens c'est psychologiquement. évident. C'est important. Familiaux, même pour les enfants eux-mêmes, hein, familiaux, Oui, sociaux, il ne faut pas négliger vraiment toutes les conséquences dévastatrices psychologiques de cette distanciation sociale. Et il faut savoir préserver un certain degré de lien social. mhm. Sinon, nos petits vont devenir dingues aussi, hein. Ils ont Oui, besoin de ce contact physique pour bien grandir aussi, bien hein. sûr, bien sûr. On a Madame Lui qui est sous thérapie ciblée ribociclib qui nous dit que cela induit une baisse notamment des polynucléaires neutrophiles
Elle se demande si ça représente du coup un risque face au Covid ou à une autre infection. Alors, elle donne son taux de polynucléaire neutrophile. Il varie entre 1500 et 900 par millimètre cube selon Mm. le moment du Mm. cycle. Alors, effectivement, donc ça, ce sont ces fameux inhibiteurs de CDK, ces fameux comprimés qu'on associe à de l'hormonothérapie et qu'on donne chez les femmes atteintes de cancer du sein métastatique hormonosensible. Ces traitements-là, donc il y en a 3, on les a cités, Kisqali, Verzenio, Ibrance. Beaucoup de patientes sont sous ces traitements aujourd'hui, qui sont extrêmement efficaces. C'est vraiment des traitements révolutionnaires. Ces traitements-là font baisser les globules, on le sait. Ils font en général, en fait, on ajuste en général la dose. Il y a pour tous ces médicaments des doses variables et on ajuste la dose à chaque patiente pour que les globules ne descendent pas, en gros, effectivement, en dessous de 1000. Alors 900, ça va encore, jusqu'à 750, très franchement, ça va. Et donc, les patientes, souvent, quand elles sont sous ces traitements qu'elles prennent pendant des mois, ont de façon fluctuante une hausse et une baisse de leurs globules blancs et en particulier de leurs neutrophiles qui vont être soit dans des seuils normaux, soit redescendre. Alors, elles ne seraient en danger d'infection bactérienne ou de fragilité majeure que si ça descendait en dessous de 500. D'accord. Dans les chiffres qu'elle a cités. Donc, en dessous de 500, oui, il y a un risque, surtout d'infection bactérienne, c'est-à-dire justement de ce qu'on citait, quoi, les pneumocoques, les staphylocoques, les streptocoques, tous les autres coques, là. Mais pas particulièrement d'infection virale. Les infections virales, c'est seulement si vraiment tous ces globules baissaient longtemps à des seuils extrêmement bas. Il faudrait être à 50, 100, vous voyez. En dessous de 500, donc déjà, on est un peu plus fragile. Souvent, enfin, normalement, si les patients descendent en dessous de 500, on ajuste la dose. On baisse la dose et puis les choses rentrent dans l'ordre. Donc, elle, c'est normal qu'elle ait ces taux-là. C'est normal qu'elle soit fatiguée de temps en temps avec ces taux-là, mais elle n'est ni un risque d'infection bactérienne, ni un risque de coronavirus. D'accord. Surtout, elle continue son traitement parce que ces traitements-là, ils sauvent vraiment des vies. Donc, ouais. Oui, ça me rappelle que lors du premier webinaire qu'on avait fait sur ce sujet-là, on avait extrait quelques questions-réponses qui revenaient souvent, donc notamment pour l'aplasie et ses chiffres, les différents seuils. On avait écrit un article dessus, donc n'hésitez pas à aller sur notre site internet rose-up.fr. Vous verrez qu'il y a un onglet coronavirus et un onglet questions-réponses. Donc, on a essayé toutes ces questions d'hormonothérapie qui reviennent souvent. D'ailleurs, on a une question d'un spectateur anonyme qui revient sur l'hormonothérapie parce qu'il a entendu dire que le faible taux d'œstrogène serait un facteur aggravant, ce qui pourrait expliquer que les hommes sont plus susceptibles à l'infection par le Covid. Et comme l'hormonothérapie bloque les hormones, du coup, elle se demande si ça serait quand même pas gênant face au Covid. Alors, cette histoire d'œstrogène, c'est vrai que ça a été évoqué dans la vulnérabilité des hommes au Covid. Il faut savoir que les histoires hormonales, c'est très, très, très compliqué. C'est pas souvent l'histoire d'une seule hormone, mais c'est l'équilibre entre les différentes hormones dans notre corps et à différentes périodes de notre vie. L'histoire parce que l'estrogène est bas, les hommes sont plus vulnérables, ne peut absolument pas être complètement vrai dans la mesure où, dans ce cas-là, les femmes ménopausées seraient beaucoup plus vulnérables que les non ménopausées. Et ce n'est pas du tout le cas, parce que vous savez, une femme ménopausée, elle sécrète pratiquement plus d'œstrogène. Donc, je pense que la vulnérabilité des hommes, elle est liée à tout un tas de facteurs, peut-être incluant le taux d'œstrogène, mais pas seul et probablement lié à d'autres choses. C'est comme l'histoire là récurrente actuelle sur la vitamine D et le coronavirus. Je ne sais pas si on va en parler, mais je pense. donc c'est un peu simpliste comme explication, à vrai dire. Et du coup, c'est pour ça aussi que les traitements anti-hormonaux qui bloquent la production d'œstrogènes ou leur effet sur les cellules tumorales n'entraînent pas du tout d'immunosuppression. Et là, encore une fois, sur tous les mois de suivi là qu'on a dernièrement, les patientes sous hormonothérapie de cancer du sein n'étaient pas du tout surreprésentées dans les statistiques de patients hospitalisés ou avec Covid, quoi. D'accord. Justement, il y a des questions sur comment on peut booster son immunité. Il y a Brigitte sur Facebook qui nous demande, faut-il prendre des vitamines ou autres compléments alimentaires en sachant qu'elle est sous hormonothérapie en plus?
Alors, ça, c'est vraiment une question importante et récurrente. Les vitamines sont probablement naturellement extrêmement importantes pour le bon fonctionnement du corps. Par exemple, la vitamine C, c'est très important pour que la cellule normale, enfin nos cellules du corps, puissent produire l'énergie, puissent produire l'oxygène, etc. Mais sauf que les taux dont on a besoin dans le corps sont normalement dans nos sociétés occidentales parfaitement bien couvert par l'alimentation. Mhm. Et franchement, même si on ne mange pas 10 fruits et légumes par jour, mais avec les apports qu'on a dans nos alimentations à peu près variées, on a mais largement bien au-dessus des seuils indispensables. Il y a effectivement il y a le cas particulier de la vitamine D, pour laquelle certains peuvent être carencés parce que la vitamine D, on la produit suite à l'exposition au soleil Mhm. et elle provient de certains aliments, en particulier des aliments gras, des aliments, les poissons gras, etc., que certains ne mangent pas beaucoup. Donc, on peut être carencé en vitamine D, mais franchement, pour les autres vitamines, les carences sont exceptionnelles, sauf si on a une maladie qui vous prédispose à une carence vitaminique, Mhm. ou les gens qui ont eu des chirurgies de type sleeve, vous savez, la gastrectomie, les gens, la chirurgie de l'obésité, Mhm. on enlève Ouais, une partie du tube d'accord. digestif de l'estomac. Ces Mhm. gens-là Ils absorbent moins. n'ingèrent pas bien, ne Mhm. métabolisent pas bien les vitamines. Mais sinon, la personne lambda, elle a toutes les vitamines qu'il lui faut. Il y a eu énormément d'études sur des milliers de patientes, d'études de supplémentation vitaminique, en particulier chez les patients atteints de cancer. Il y a eu des études avec la vitamine C, avec la vitamine E, avec la vitamine D. Aucune étude n'a montré que c'était utile, que ça diminuait le risque de cancer ou, le risque ou que ça améliorait l'efficacité des traitements. Moi, il y a même une étude qui, nous, dans la communauté médicale, nous avait fait très, très peur. C'était une étude avec la vitamine C qu'on donnait aux patients atteints de cancer de la gorge et qu'on irradiait. Et on supplémentait ces patients avec de la vitamine C pour voir si ça pouvait rendre le traitement plus efficace. Et il s'est avéré qu'en fait, la vitamine C avait l'effet inverse, c'est-à-dire qu'elle avait plutôt tendance à stimuler les cellules cancéreuses D'accord. et en tout cas à réduire l'efficacité du traitement. Donc, depuis, nous, on est très, très prudents là-dessus. Moi, je dis à mes patientes de prendre aucun complément ou supplément. On ne sait en plus jamais ce que contiennent ces Ouais. suppléments vrais, d'où c'est produit, d'où ça vient, etc. Et puis, vous voyez, c'est comme prendre des médicaments dont on n'a pas fait la preuve de l'innocuité ou de l'efficacité. Mhm. Donc, si on veut booster son immunité, il y a des choses naturelles très simples. Voilà, Les c'était fruits et ma prochaine légumes, question. Ouais. voilà. Justement, tout ce qui est poisson gras, qui contiennent, en l'occurrence la vitamine D et tout un tas de vitamines qu'on ne retrouve pas dans les fruits et légumes. Les huiles végétales qui contiennent aussi plein de compléments, les fameux oméga 3, Mhm. etc., dont on a besoin. Et puis, le sport, qui Ouais. est le plus grand booster d'immunité qui soit. Mhm. Le sport, en fait, a un effet sur l'organisme de stimulation des globules blancs. Vous verrez, hein, si vous faites une prise de sang et que vous allez, avant d'aller courir, vous en faites une après avoir couru un quart d'heure, vous allez Mhm. voir que le taux de neutrophils augmente immédiatement. Ah C'est ouais. magique. Mais oui. Euh, mais aussi le sport, voilà, nous fait sécréter toutes les immunoglobulines, toutes les substances immunostimulantes, et vraiment ça a un effet assez extraordinaire. Donc voilà, tout ça c'est mieux que les suppléments, Oui, voilà. surtout, alors pareil, je vais prêcher par ma paroisse parce que j'écris pour le web, mais n'hésitez pas, on avait fait justement une question-réponse sur comment booster naturellement mon immunité. Donc ça reprend ce que vous venez de dire. Et aussi pour tout ce qui est complément alimentaire, on a fait un petit article pour vous alerter aussi sur les possibles interactions Mm. avec vos traitements, parce qu'on ne l'aurait pas assez, mais c'est pas parce que c'est pas naturel C'est que c'est pas anodin. naturel que c'est Ouais. pas que c'est anodin et que ça a aucun effet. Donc attention avec tout ce que vous pouvez prendre, les plantes que vous pouvez prendre en complément de votre traitement. On a Nathalie. Alors elle est dans un cas particulier. Donc là, on retourne dans le questionnement autour du report des traitements. Elle a 53 ans, elle a un cancer du sein HER2 négatif, diagnostiqué en août. Elle avait une chirurgie programmée en novembre, mais elle a été diagnostiquée positive au Covid le 28 octobre. Elle est suivie à Nancy et on lui annonce un report de 3 semaines de son opération.
donc qui conduirait au 11 décembre. Elle nous dit: je suis dans un état psychologique catastrophique. Je trouvais que l'attente entre la découverte du cancer et l'opération était déjà longue, mais là, c'est une malédiction. Je me fais elle a de mauvaises idées car elle entend à longueur d'année le corps médical insister pour que les femmes se fassent dépister, suivre, soigner. On entend dire depuis mars que les patientes ont trop attendu et ne se sont pas fait soigner. Donc, elle est dans le cas d'une femme qui veut se faire soigner, mais qui ne peut pas. Voilà, est-ce que vous avez un commentaire là-dessus? Je pense Nathalie, je ne sais pas si vous êtes connectée, mais je pense que je vais vous recontacter pour écrire votre témoignage parce qu'il y a un vrai sujet là. Ah oui, oui, je trouve que c'est effectivement très important que Nathalie raconte son histoire et je comprends absolument son angoisse dans cette situation et sa détresse. Alors, par contre, il faut vraiment savoir que le délai pour opérer un patient et l'urgence à opérer d'un cancer dépend énormément du type de cancer. Et qu'il y a des cancers qui évoluent beaucoup plus rapidement que d'autres. Typiquement, un cancer du sein triple négatif est un cancer qui évolue, où les cellules cancéreuses se multiplient beaucoup plus vite et la tumeur grossit beaucoup plus vite qu'un cancer du sein hormonosensible et en particulier HER2 négatif. De même, un cancer du sein HER2 positif est un cancer qui a tendance à se multiplier, à se développer plus vite qu'un cancer du sein HER2 négatif. Donc, vraiment, chaque situation est différente et l'urgence et la gravité de chaque type de cancer du sein est complètement différent. En plus, ça dépend aussi de la taille de départ. Un cancer du sein qui fait 5 cm, il faut se dépêcher de l'opérer ou de le traiter en tout cas, parce qu'il a beaucoup plus de risques d'envoyer des cellules cancéreuses ailleurs dans le corps qu'un cancer qui fait 1 cm. Donc, tout dépend de la taille de la tumeur de cette femme. Est-ce qu'elle a des ganglions atteints et du type de cancer qu'elle a? Il faut savoir que c'est vrai que, enfin, il a malheureusement pas le choix. Si elle est Covid positive, il ne faut pas l'opérer parce que si elle développe une forme grave de Covid, alors qu'on est en train de l'opérer d'un cancer du sein ou dans les suites opératoires, ça peut évidemment être beaucoup plus dangereux pour elle. Donc, il ne faut pas prendre ce risque-là. Par contre, il faut savoir que il n'y a pas que la chirurgie qui traite les cancers du sein. La chirurgie est le traitement qui va la guérir, c'est certain, en lui enlevant la tumeur, mais il y a plein d'autres traitements possibles. Il y a les traitements anti-hormonaux dont on a parlé, les fameux traitements qu'on appelle hormonothérapie, mais qui sont des traitements anti-hormonaux, qu'elle pourrait très bien prendre pendant cette période, parce que ces traitements, on le sait, bloque immédiatement le développement des cellules cancéreuses et voir comment ça les tuer. Alors, ça prend du temps avant que ça les tue, mais en tout cas, son cancer, il ne se développera pas pendant ce temps-là. Il y a la chimiothérapie qu'on peut faire si son cancer, on pense, est sensible et a besoin de chimiothérapie, qu'on peut complètement faire sans problème en attendant de l'opérer. Typiquement, pour un cancer triple négatif, par exemple, c'est ça qu'on ferait. On dirait, on commence la chimio, comme ça, le cancer est traité, il est sous contrôle et on opérera après. Donc, moi, je pense qu'il faut vraiment du coup qu'elle relativise sa situation par rapport à son type de cancer et la taille de ce cancer et qu'éventuellement, elle demande à prendre un traitement anti-hormonal, par exemple, si elle a un cancer hormonosensible. C'est très simple, hein. D'accord. Donc, en Et là, parler à elle est son oncologue. voilà, et là, elle serait complètement couverte, tranquille et voilà. D'accord. Alors, je fais juste une aparté. Je vois que sur Facebook, on nous pose des questions sur les certificats d'isolement et le droit à imposer le télétravail. Alors, on va avoir le professeur Sagachan n'est pas forcément spécialiste dans le domaine. On va avoir l'intervention d'un avocat spécialiste du droit du travail probablement la semaine prochaine à ce sujet-là. Sachez que vous avez toujours la possibilité de demander un certificat d'isolement si vous êtes considéré comme personne vulnérable, c'est-à-dire sous traitement actuellement. En sachant que l'hormonothérapie n'est pas considérée comme un traitement dans ce cadre-là. Donc voilà, vous pouvez imposer le télétravail par ce biais-là, mais encore une fois, on va faire un webinaire vraiment dédié à ces questions de droit du travail. Je crois
qu'on a fait le tour des Moi, je questions. vois Oui, dans le chat un oui, commentaire de Martine qui me semble très important. C'est notre fameuse Martine qui avait oui, beaucoup de oui, facteurs de risque et qui de me dit, comorbidité. Hein. voilà, avec mes comorbidités, j'ai du mal à m'en Mm, mm, sortir. Stress très important, cela baisse mon immunité. J'ai l'impression de vivre en autarcie, j'ai la phobie du virus. Je pense qu'elle a vraiment raison, Martine, d'évoquer ça. Il est complètement vrai, et ça c'est totalement démontré, que le stress et la ouais. dépression sont pas bons pour l'immunité. Ça Mhm, diminue l'immunité. Et du coup, ça la rend encore plus vulnérable. Et que je pense qu'une des maladies collatérales du coronavirus, c'est le stress et justement la rupture du lien social et du coup l'impact psychologique de mhm, ce virus. Et donc, moi, je pousse vraiment mes patientes et toutes les patientes malgré la nécessité de respecter les gestes barrières, à en même temps activement maintenir un lien social, mhm. qui soit téléphonique, qui soit via les associations, qui soit dans des forums et qui soit maintenant, voilà, les enfants, la famille utilisent beaucoup de vidéos, Oui, la visio. discussions, de Mhm, la visio, etc. Sortir de chez soi, Martine, même si elle est à risque, il faut absolument qu'elle sorte de chez soi mhm. au moins une fois par jour, qu'elle aille s'aérer, qu'elle aille voir le monde extérieur, qu'elle aille marcher. Comme on l'a dit, le sport est un booster d'immunité aussi parce que le sport, c'est le meilleur traitement du stress. Oui. Vous verrez, vous allez marcher 10 minutes, 15 minutes, déjà votre niveau de stress diminue. Et donc déjà votre immunité remonte. Et donc un des moyens par lequel le sport est bon pour l'immunité, c'est ça, c'est parce que ça diminue le stress. Mhm. Donc Martine, il faut qu'elle mette en place vraiment une routine, Ouais. quelque chose de quasi militaire pour se sortir de cette situation qui peut vraiment être très délétère pour sa Mhm. santé. Donc s'imposer, peut-être se faire violence et sortir malgré Oui, la peur oui, oui, et aux heures où il y a moins de monde, voilà. voilà, aller Et se si, balader dans un endroit tranquille, voilà. oui, voilà, je ne sais pas s'il y a des parcs ou des forêts près de chez elle, mais c'est vrai que la nature aussi, on sait que ça fait Ah bah baisser le c'est rythme cardiaque. C'est un bon déstressant aussi. Puis il y a Euh, aussi plein d'applications en ligne de méditation, oui, de relaxation. oui. Enfin, vraiment, il y a plein de moyens. Et puis le lien social, hein, c'est tellement important. Et je trouve que Rose Up, une des choses extraordinaires que vous faites, c'est ça aussi, c'est de garder une connexion, quoi. Oui, d'ailleurs, je dis à Martine qu'on a, n'hésitez pas à appeler, on a un numéro d'écoute, n'hésitez pas à nous appeler pour parler. On a des webinaires de sophrologie, de méditation. Je sais qu'il y a l'application Petit Bambou qui a fait une méditation spéciale pour les malades de cancer. Voilà, vous avez plein d'outils, n'hésitez pas à les utiliser. Alors, je fais un dernier tour sur Facebook pour être sûr qu'on n'a pas laissé passer de questions, mais je Alors, on a pense Akima qui pas. dit ma question Zoom est toujours en attente, mais Alors, il faut que je remonte dans ce cas-là. qu'est-ce que je vois d'autre? Infusion été. Moi, je vais en profiter pour Oui, répondre à ouais. ça. Alors, il y a tout dans les infusions été. Attention, le thé vert, les thés classiques sont pleins d'antioxydants, probablement plein de propriétés tout à fait protectrices et bonnes. En plus, il y a de la théine dedans, c'est stimulant. Donc voilà, boire régulièrement du thé, très bien. Par contre, méfiance avec les infusions, c'est parfois vraiment des médicaments, hein. Des plantes, Et ouais. il y a des plantes dans les infusions qui peuvent Mhm. avoir un effet très fort. Moi, j'ai vu malheureusement trop souvent des patientes avec des maladies de foie, des maladies de reins, qui étaient un effet toxique des Mhm. infusions. Donc, jamais en grande quantité. Voilà, vous ne mettez pas à prendre un seul truc tous les jours à 2 litres d'une infusion lambda. Mhm. Ces choses-là n'ont vraiment malheureusement pas suffisamment été surveillées, etc. Un petit peu d'une infusion en variant, en panachant, un petit peu de thé en variant, en panachant, très très bien. De toute façon, vous savez, toutes les études qui montrent l'effet bénéfique de la caféine, des thés verts, etc., c'est jamais dans des consommations monstrueuses. C'est Mhm. voilà, quelques tasses par jour et puis ça suffit. Voilà. Donc ça, D'accord. c'était petit. Voilà. Et donc, Et plutôt à distance des traitements oui, si on est sous traitement. c'est ça, parce que ça interfère. Ouais. Alors, j'ai retrouvé la question d'Akima. Alors, oui, c'est en rapport avec ces questions de priorisation de soins au port des traitements. Donc, elle nous dit, dans le cas où les médecins auront besoin de choisir, entre guillemets, dans les services de réanimation, un malade de cancer sera-t-il
ne sera-t-il pas prioritaire dans les services de réa? Quid d'un ancien malade sous hormonothérapie ou avec des métastases? Alors, très franchement, moi, pour travailler dans des structures où, comme Gustave Roussy, on ne traite que des patients atteints de cancer, ou comme l'hôpital américain, on a toutes sortes de patients, le choix d'admission d'un patient en réanimation aujourd'hui, il tient vraiment compte de tout un tas de facteurs, euh, dont peut faire partie le cancer. Mais comme tout un tas d'autres, l'âge, les autres comorbidités, le pronostic de ce patient. Et le choix que font aujourd'hui, les choix que font les réanimateurs, c'est uniquement de ne pas prendre en réanimation des patients pour lesquels la réanimation n'apporterait rien. Mhm. Et ça, les réanimateurs savent très très bien l'évaluer. Il est exceptionnel qu'on ne prenne pas un patient en réanimation quand on pense que cette réanimation peut apporter quelque chose. Aujourd'hui, le niveau de saturation ou de non-saturation Mhm. des réanimations fait que, heureusement, on n'en est pas encore à des choix éthiques où, pour 2 patients dont on pense qu'ils pourraient bénéficier de la réa, on choisit le plus prometteur et pas l'autre. Et donc, aujourd'hui, le critère cancer est pris en compte pour une admission en réanimation, mais comme il l'a toujours été, Mhm. c'est-à-dire quelqu'un qui a un cancer en phase terminale extrêmement avancé, dont on sait que le pronostic de survie n'est que de quelques jours, quelques semaines, on hésitera beaucoup à le prendre en réanimation Sûr. parce que de toute façon, ce patient ne survivrait pas à la Mhm. réanimation. Mais dans tous les autres cas, les patients sont admis en réa. Soit dans des réas spécialisés comme dans les grandes structures de cancérologie ou dans les réas tout venant. Et le SAMU aujourd'hui vous transportera de toute façon dans un hôpital et aux urgences. Voilà, même si vous avez un cancer et surtout si c'est voilà, des cancers en rémission sous hormonothérapie, etc. Bien sûr, le cas est différent pour des patients en fin de vie. Mhm. D'accord. Alors, n'hésitez pas, on a encore quelques minutes devant nous sur Zoom. Si je n'ai pas vu passer votre question, n'hésitez pas là dans le chat à me solliciter. Je vois que sur Facebook, on a une question sur l'herceptine, donc thérapie ciblée. Est-ce qu'elle a un impact sur l'immunité? Non, l'herceptine, comme toute cette famille des anticorps monoclonaux, ces anticorps sont en fait des substances extrêmement ciblées, des médicaments très très ciblés qui ne vont agir que sur les cellules cancéreuses. Et c'est pour ça qu'ils ont très très peu d'effets par ailleurs toxiques. Ils ne sont pas du tout immunosuppresseurs. Donc si vous êtes sous traitement avec un anticorps monoclonal, comme l'herceptine, mais il y en a plein d'autres, il y a 0,000 risque. D'accord. Alors, je pense qu'on a déjà répondu à la question, mais il y a un spectateur qui nous demande comme une dernière précision. Elle est sous chimiothérapie et immunodépressive en neutropénie entre 600 et 700. Donc, si elle a bien compris, elle n'est pas plus à risque que la plupart des gens. Non, pour le virus, non. Pour le virus, Par contre, pour les pour les bactéries, oui. bactéries. Donc, elle, faut vraiment qu'elle fasse très attention parce que, bon, elle peut attraper n'importe quelle infection bactérienne. Donc, elle est un peu fragile quand même. D'accord. Euh, L'hormonothérapie. Alors, il y a Chantal qui nous poste en dernière minute hormonothérapie anastrozole. Que je Je, supporte bien. que je Oui. suis. Et on a Martine qui nous redit qu'à cause de ses comorbidités, elle a peur qu'elle serait laissée de côté en réa. Non, Martine, vos comorbidités sont des choses que les réanimateurs savent gérer. Les problèmes cardiaques, c'est le cœur de leur métier, l'obésité, etc. Aux patientes qui a à risque d'aggravation et qui, du coup serait probablement plus rapidement admise en réanimation qu'une autre. Donc non, là, comme je vous le disais, on prend en réa les patients quand on sait qu'on peut faire des choses et dans beaucoup de situations, on sait on peut faire des choses et les réanimateurs font des miracles. Donc, Mhm. Donc, voilà, pour il l'instant, faut se franchement, rassurer. heureusement, le système résiste. Mais il Et faut se confiner continuer, aussi pour que le voilà, système puisse c'est continuer ce à que j'allais résister. dire. C'est ce que j'allais dire en appliquant Ouais. les gestes barrières et le confinement pour Mm, que notre service de soins fonctionne bien. Bon, je pense qu'on mm. a fait le tour des questions. Je vous remercie encore une fois, professeur Sagachian. On sera peut-être amené à refaire un Mm. webinaire
dans les semaines qui arrivent. Merci à nos participantes et à ceux qui nous ont suivis en direct sur Facebook. Et à bientôt. Merci. Au revoir. Merci à tous. Merci Émilie. Au revoir.